Autoroute A7 près de Valence, l'autoroute du Soleil, une des plus fréquentées de France. 6 000 voitures à l'heure en moyenne, 11 000 aux heures de pointe. Près de 100 km de bouchons sont recensés en ce moment. Pour certains, c'est la route du travail et pour d'autres, celle des vacances. Limite de vitesse, péage, station-service, c'est l'autoroute que vous connaissez. Nous allons vous montrer l'envers du décor. Braquage de station-service. Je compte jusqu'à 1, 2, 3, dépêche-toi, donne la caisse. Fraude au péage. Vous vous sentez comment là? Bah, comme un con. Accident. Tu me rends derrière et puis tu me dis que c'est moi que j'ai tort. Donc moi je te rentre derrière comme ça. Viens là. Tu dormais. Tu dors. Je dors. Oh, on a une petite vitesse à 189 km/h. Course-poursuite. 189 km/h. Vous êtes titulaire du permis de conduire encore? Encore, ça veut dire là, Bah non, mais là vous l'avez plus, non? Ah ouais? Il va falloir me le restituer. Oui. Il était à 2,40 tout à l'heure. Ils l'ont pas arrêté au bon moment. Plongez au cœur d'un univers que vous croyez connaître. A7, les coulisses. L'autoroute, comme vous ne l'avez jamais vu. « 3 heures du matin. Une voiture s'arrête à la station, mais ce n'est pas pour prendre de l'essence. 2 hommes cagoulés entrent armes au poing et foncent vers la caisse. L'employé n'a pas le choix. Elle donne la recette et des cartouches de cigarettes. Les malfaiteurs repartent sans attendre. Le braquage aura duré moins de 20 secondes. L'employé est sous le choc. Elle n'oubliera jamais cette nuit de cauchemar. Ils ont dit, je compte jusqu'à 1, 2, 3, dépêche-toi, donne la caisse. Et voilà. Et ça passe vite en fait. Le deuxième, ça durait 10 secondes. J'ai l'impression que ça durait une heure. Pour les braqueurs, le butin est maigre. Un peu plus de 200 €. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je pense que l'argent est plus fort que tout pour eux. Hein. Je pense toute ma vie, hein. C'est des trucs qui restent quoi. Quelques semaines plus tard, une autre station-service est braquée, à plusieurs kilomètres de là. Le mode opératoire est presque le même. C'est Patrick qui tenait la caisse cette nuit-là. Il était à 1 mètre de moi, il me tenait en joue. Il était menaçant? Oui, celui qui avait l'arme, oui. J'étais surpris, ils m'ont demandé la caisse, j'aurais donné la caisse. Au total, 5 braquages sont commis en moins de 8 mois sur l'autoroute autour de Valence. Tous entre 23 h et 6 h du matin. Montant total de ces vols à main armée, moins de 3 500 € et quelques cartouches de cigarettes. Qui sont les malfaiteurs qui attaquent ces stations-service? Une enquête est lancée. Les caméras de surveillance montrent que les braqueurs s'enfuient toujours de la même façon. Pour les gendarmes, c'est la première piste. Les gendarmes de l'autoroute qui arpentent les voies 24 heures sur 24 commencent les premières investigations. Les individus arrivent de l'extérieur de l'aire de repos, donc ont un accès à l'aire de service par des portails prévus à cet effet. Donc en fait, les jeunes envoient d'ailleurs le grillage ici, il est plié, pénétré discrètement. Et ensuite, ils longent le mur de la station, ils arrivent à la porte d'accès, ils ouvrent, ils entrent, ils commettent leurs méfaits et ils ressortent aussi rapidement qu'ils sont rentrés. Pour la patrouille de l'autoroute, l'enquête s'arrête là. Elle passe le relais aux hommes de la brigade de recherche, les enquêteurs de la gendarmerie. C'est Christophe qui dirige les investigations.
D'abord, il remarque que les braquages sont tous commis dans le même secteur, sans doute par des gens qui connaissent bien la région. Pour nous, le fait qu'il y ait une répétition des faits visant les mêmes établissements, on a compris qu'on avait affaire à une bande locale, et non pas des gens qui sont des itinérants, des gens de passage. Voilà, c'est ce qui nous a fait privilégier cette piste-là. Une bande locale. Mais quelle bande? Certains témoignages amènent les gendarmes sur des jeunes gens qu'ils connaissent et qui ont déjà un casier judiciaire. Une enquête de proximité et une surveillance téléphonique vont confirmer leurs soupçons. Mais bientôt, les braqueurs eux-mêmes vont commettre une énorme erreur. Sur un de leurs braquages, ils abandonnent une cagoule que les gendarmes retrouvent. Elle permettra peut-être d'identifier l'ADN de l'un des voleurs. Impossible de prendre l'autoroute sans passer par un péage. Un endroit particulièrement surveillé. Pour une raison simple, c'est la source de revenus principale de la société d'autoroute et un joli pactole pour l'État. Plus de 3 milliards d'euros par an. Vous ne le savez peut-être pas, mais au péage, toutes les plaques d'immatriculation sont filmées. Des fraudeurs tentent quand même de resquiller. Ils utilisent une technique simple, le petit train. Regardez bien. Le fraudeur se colle juste derrière une voiture honnête et passe avant que la barrière ne redescende. Sur ce péage, près de Valence, entre 2 et 5 véhicules par heure tentent de passer en douce. Les gendarmes connaissent bien la technique. Jean-Paul et son collègue sont venus pour attraper ces resquilleurs. Ma mission, c'est de se mettre en planque au péage et en liaison avec une personne des autoroutes qui est cachée dans une cabine et qui est assermentée. Il va me donner les véhicules qui passent en force, sans payer. C'est le petit train. Au péage, Jean-Paul a un complice. 7 employés de l'autoroute avec la chasuble jaune. Il a prêté serment devant la justice et il est en liaison radio permanente avec les gendarmes. Oui, donc c'est la patrouille gendarmerie. Est-ce que tu me reçois bien? Jean-Paul se range discrètement dans une contre-allée à l'abri des regards. Comme le véhicule est sérigraphié, on préfère être planqué plutôt qu'être vu et ne pas avoir l'infraction commise. On est en planque. Les gendarmes sont prêts à partir à la moindre alerte. Et ils n'attendent pas très longtemps le premier signal radio. C'est 3 gris. C'est 3 gris. Oui, je t'ai bien reçu. Le fraudeur n'a pas le temps d'aller bien loin. Bonjour monsieur. C'est pourquoi on vous contrôle? Déjà, est-ce que vous avez le ticket? Non. Vous n'avez pas de ticket? Bon. Je vais pas trop me croire, mais en fait, j'ai tombé... Enfin, je sais pas, Bon, je vous explique. Il y a 2 parties dans ce qui va vous arriver. Moi, au niveau du code de la route, je vais vous rouler une infraction comme quoi vous êtes passé en violation au péage, sans vous acquitter du péage. D'accord? Et deuxièmement, vous allez vous rendre à la SF pour vous acquitter du montant du péage, chose que vous auriez dû faire au départ. D'accord? J'ai mangé à 1 heure d'autoroute et je sais pas ce que j'ai fait de mon ticket. Donc j'ai déjà entendu parler qu'un copain faisait ça et du coup je me suis dit, bon, au lieu de payer la totalité du péage, je vais faire ça. Vous vous sentez comment là? Bah, comme un con. Le jeune homme va s'acquitter du péage à la société d'autoroute. Sans ticket, il va devoir payer le trajet le plus long. Il a pas l'air d'être habitué de le faire, donc je pense que là, il a compris que c'était pas bien. Mais ce n'est pas tout. Après le péage, l'amende. Il n'y a pas de retrait de points. C'est une amende donc à 22 €, sans retrait de points. Pas de retrait de points, mais le petit train va lui coûter cher. Donc sa journée, il a perdu 15 € le fait de ne pas avoir payé son péage et 22 € l'amende pour avoir violé le péage. Total 37 €, 5 fois plus que le tarif normal. Jean-Paul se remet en planque. Et quelques minutes plus tard, le deuxième petit train.
Le fraudeur a bien compris lui aussi pourquoi les gendarmes l'arrêtent. La seule autoroute dans toute l'Europe où on paie vraiment cher, c'est l'autoroute 33. C'est un truc incroyable. C'est la première fois que vous faites ce type de Sans commentaire. Le coût du trajet Lyon-Valence, c'est 7 €, soit 2 centimes du kilomètre. Le même tarif que la plupart des autres autoroutes en France. L'autoroute est peut-être chère, mais il est libre. C'est-à-dire celui qui ne veut pas le prendre, il prend le national. On n'impose pas aux gens de prendre l'autoroute, même si c'est quand même plus pratique. C'est pas à moi de savoir si c'est cher ou pas cher. Moi, j'ai ma propre opinion là-dessus. District de Chanas, à quelques kilomètres de Valence. Nous sommes à l'un des postes de commande de l'A7. C'est ici que la société d'autoroute gère en coulisses les interventions et les travaux sur les voies. C'est ici aussi qu'est basé le quartier général des patrouilleurs, les hommes et les femmes en jaune. André patrouille sur ce secteur depuis 10 ans. 20h30, sa journée commence par le vestiaire. Début de service, donc la tenue jaune pour être bien vue par nos clients. Le but du jeu, c'est d'être vu quoi qu'il en soit. Plus c'est flashy, mieux c'est. À 49 ans, André accomplit une mission essentielle. Grâce à elle, de nombreux accidents sont évités tous les jours. Je vais faire un essai au niveau de mon fourgon pour voir si tous mes panneaux marchent. Parfait. Un fourgon spécialement aménagé pour faire face à tous les événements qui peuvent se produire sur l'autoroute. Voilà, je regarde s'il n'y a pas d'ampoule de grillé, si toutes les inscriptions se mettent bien. Là, c'est tout bon. Là, c'est parti pour la nuit. La nuit, tous les chats sont gris. André va tourner jusqu'à 5 h du matin. Sa mission, ramasser les objets tombés, aider les véhicules en difficulté et surveiller le comportement des conducteurs. Si les gens tombent en panne ou s'arrêtent suite à une crevaison, ils n'ont pas des fois la même physionomie, c'est-à-dire la journée, ils arrivent mieux à se garer des fois. La nuit, les choses changent. Il faut être 2 fois plus vigilant. Sur la bande d'arrêt d'urgence, André repère un objet dangereux. Eh ben, j'ai vu une sangle poids lourd, vaut mieux l'enlever. Parce que comme il y a un endroit au niveau de cette sangle où il y a de la ferraille, si on roule dessus, ça peut nous crever le pneu, quoi. Sur les voies, ça peut être dangereux, oui. Une sangle comme celle-ci peut provoquer un accident. Pour l'enlever de la chaussée, la patrouilleuse va intervenir sur les voies. Les voitures passent à quelques mètres à peine, à 130 km/h. André reste derrière le rail de sécurité le plus longtemps possible. Mais pour attraper la sangle, elle doit se mettre en danger. Du moment que j'ai passé les rambardes, enfin oui, j'ai un risque. C'est-à-dire, c'est pour ça que là, je vais intervenir, mais toujours en regardant le sens de la circulation. Est-ce qu'il ne faut jamais être de dos sur l'autoroute? Jamais, jamais, jamais. Toujours face à la circulation. Voilà ce que c'est. Une sangle poids lourd. Ça, si ça rencontre un pneu, si c'est sur les voies, oui, ça peut être très dangereux. André vient peut-être d'éviter une catastrophe. C'est reparti. Dans son fourgon, elle prend contact avec le PC situé à quelques kilomètres de là. La patrouilleuse doit rendre compte de toutes ses interventions. C'est ici aussi que des contrôleurs visualisent le trafic et reçoivent les appels de bornes d'urgence. Oui, André. J'ai ramassé une sangle poids lourd. D'accord, terminé. On est reparti pour reprendre la tournée. La fatigue au volant est la première cause d'accident sur l'autoroute. André vient de repérer une voiture qui zigzague, juste devant elle. Elle doit intervenir. S'il continue, on va le faire réagir. Voilà. Ce qui me fait peur, c'est que la personne donc s'endorme au volant et qu'elle percute le terre-plein central ou un autre véhicule, droite. Soit il est fatigué,
il ralentit. Ça doit être la fatigue. On va lui mettre un coup de gyro. Ouais, la personne est fatiguée, hein, à mon avis. La conductrice montre des signes de somnolence. On essaye de bien les suivre, on est vigilant à tout ça. Ah, je vois qu'elle met son clignotant, donc elle va aller sur l'air. Ça va être une bonne chose. Là encore, l'intervention d'André a peut-être permis d'éviter le pire. La conductrice a compris le message. Pour la patrouilleuse aussi, les nuits sont parfois longues. Quand elle sent la fatigue venir au volant, André ne prend pas de risque. On est humain, hein, on est comme tout le monde. Quand on a un léger coup de pompe, bah, on a des aires de repos, donc on s'arrête, on marche un peu, on boit un café. On fait comme les clients. Quelques kilomètres plus loin, Christophe de la brigade rapide d'intervention est appelé en urgence. Ouais, affirmatif, on est en sens sud-nord, on monte sur un accident. Il est à quel endroit? Un accident vient de se produire. Une voiture percutée à l'arrière a été projetée 10 mètres plus haut sur le talus. Miraculeusement, le conducteur et son passager s'en sortent avec quelques égratignures. Mais ils sont encore sous le choc. Il devait rouler sur la voie de droite. Il s'est fait percuter probablement, on va dire, par un camion parce qu'il a été projeté quasiment sur le haut, là, sur le bas-côté. Bon, il était inquiet pour son ami passager qui apparemment n'aurait qu'une seule plaie au visage. Voilà. Le camion a disparu et les victimes sont incapables de donner le moindre signalement. Vous cherchez un camion? Le camion, il s'est pas arrêté, le mec. Il faudrait faire le tour des airs pour éventuellement... Il a dû sortir, le poids lourd, il a dû sortir. Ah, il est peut-être sorti, mais peut-être qu'il a continué. Les pompiers arrivent sur les lieux. Ils vont prodiguer les premiers soins. Un suivi psychologique a également été prévu. L'auteur est toujours en fuite. Christophe part à sa recherche. Pour l'instant, il suffit plus qu'on retrouve le chauffeur du camion. Mais là, il a été percuté à l'arrière, le véhicule, donc ça veut dire que lui, il a pris de face. Christophe recherche donc un camion accidenté à l'avant. Ben là, on vérifie tous les avants de camions. Alors là, sur cette aire-là, à peu près une centaine de camions. Non, j'ai rien. Donc bon, déjà, c'est pas ces deux véhicules. Pour l'instant, c'est un bon état, bon état, bon état. Après une demi-heure de recherche, pas la moindre trace du camion. Mais un deuxième accident vient juste de se produire à quelques mètres de là. Un autre camion vient de percuter une camionnette. Les deux conducteurs sont sur le point d'en découdre, au beau milieu de l'autoroute. Tu me rends une barrière et puis tu me dis que c'est moi que j'ai tort. Donc moi je te rentre derrière comme ça. Et là, tu dormais, tu dors, je dors. Pour rentrer dans une camion, tu dors. Eh non, je suis pas dormir. Oh, mais arrête. Tiens, regarde-moi. J'ai un collègue avec moi, on discutait. Oh oui, bah tu parles avec lui, t'es pas là. Non, attention, non, je suis pas d'accord. Les gendarmeries vont faire... Écoute, les gendarmeries vont faire leur enquête, et puis ça va. Hein. Je me rentre derrière, moi j'ai tendu le coup derrière, paf. Et d'un coup, paf, ils nous ont coupé la route, et commence à s'arrêter. Si tu me coupes la route comme ça, je peux pas m'arrêter. Bilan, aucun blessé, mais des gros dégâts matériels. Pare-brise cassé pour le camion. Le fourgon, quant à lui, a perdu une partie de son chargement, mais aussi de l'huile et de l'essence. Les débris sont éparpillés sur la voie de droite. Il faut éviter le suraccident. Il y a le véhicule qui est sur cette voie-là, donc il faut absolument que le véhicule me voie. Parce que des fois, les véhicules ne voient pas. Vous voyez, quand les camions se serrent trop, le deuxième camion, quand il me voit, c'est peut-être des fois trop tard. C'est surtout que là-bas, il y a une grosse trace d'huile. Je le sens sur la route, ça glisse là. Ah, les camions, ils font pas attention. Hein. Seul avec une simple lampe torche, Christophe est en danger. Putain, oh, je suis là. Connard. Ah putain, il me fonce dessus, c'est con. Je suis dans le noir, hein, ma pauvre. Hein. Le gendarme vient d'éviter de justesse un 35 tonnes lancé à toute allure. J'ai une lampe, mais je suis dans le noir avec le gilet. C'est sur l'autoroute. Hein. Son collègue a appelé du renfort. Les gendarmes et un patrouilleur arrivent enfin à la rescousse. Salut, tu vas? Alors t'as pas mal d'huile là-bas et c'est glissant là. Fais gaffe parce qu'il a pété le moteur.
Tu vois, le camion, il est posé en première voie et il peut plus bouger, le moteur est par terre. Le patrouilleur commence par sécuriser le terrain. Voilà, ça y est, il commence à mettre son balisage, donc après, là, ça va aller un peu mieux déjà. Ça va faire ralentir un peu tout le monde. Et au moins, on aura soigné la circulation routière, il n'y aura pas eu d'accident, de suraccident, et tout se passera bien. Christophe a évité le pire. La patrouille prend les affaires en main. Bon, on vous laisse? Ouais. Allez, bon courage. Ciao. Ben vous aussi, vous avez fini? Ouais, on termine. Mais nous, on commence. Voilà. Allez, chacun son tour. Hein. Allez, donc il va falloir un dépanneur camion, il va falloir un dépanneur voiture. On voit que les deux voitures sont immobilisées, donc là, il y en a peut-être pour 1 heure ou 1 heure et demie de dépannage. Il n'y a pas de Voilà. blessés, c'est le principal. Voilà, il n'y a pas de blessés, ça c'est le principal, et il n'y a pas eu de suraccident, c'est le principal aussi. Voilà, tout le monde dormira chez soi, si possible ce soir. Le camion et la fourgonnette ont été remorqués quelques heures plus tard. Retour à la brigade de recherche de Valence. Souvenez-vous, depuis quelques mois, des vols à main armée sont commis dans les stations-service. En prenant la fuite, les braqueurs ont oublié une cagoule, un indice que les enquêteurs vont exploiter. Lyon, un immeuble classé secret défense. À l'intérieur, des laboratoires privés. C'est ici que sont analysées les pièces à conviction envoyées par la gendarmerie et la police nationale. Chaque analyse est effectuée avec une rigueur scientifique. La technique que l'on utilise pour analyser les scellés est d'une très très grande sensibilité. Donc nous faisons très attention. C'est dans un box pressurisé que la cagoule retrouvée sur un des braquages a été analysée. Objectif, retrouver un cheveu, de la transpiration, un peu de salive, bref, le moindre indice qui permette de déceler un ADN. Toute surface est susceptible, si elle est touchée, de supporter des cellules qui appartiennent à celui qui l'a touchée. Après analyse, un ADN ressort clairement. C'est bien celui d'un des braqueurs présumés. Les soupçons des enquêteurs se confirment et les investigations se poursuivent. Au bout de quelques semaines, les gendarmes identifient 8 suspects qu'ils doivent interpeller. Le dossier est bouclé. L'opération est prévue dans quelques jours, mais les enquêteurs vont avoir une surprise. Sur l'autoroute, la vitesse est limitée à 130 km/h et égare aux contrevenants. Christophe est chargé de les traquer. Entre ses mains, les fameuses jumelles de mesure. Pilote de la BRI, la Brigade Rapide d'Intervention, il a reçu une formation spéciale pour rattraper les chauffards lancés à plus de 200 km/h sur l'autoroute. Son bolide, 225 chevaux, vitesse de pointe 240 km/h, une accélération foudroyante de 0 à 100 km/h en 6 secondes. Christophe et son collègue sillonnent un tronçon de 145 km entre Lyon et Montélimar. Un passage obligé pour les touristes et les professionnels qui descendent vers la Méditerranée. C'est la route vers l'Espagne. Et l'Espagne, donc, quand même, au niveau de tout ce qui est fruits et légumes, c'est quand même ceux qui alimentent toute l'Europe. Donc déjà, tout ce qui est camion espagnol, il y a beaucoup de passages. Ensuite, après, tout ce qui est touriste, tous ceux qui veulent descendre sur la Côte d'Azur ou le Languedoc ou aller en Espagne, que ce soit n'importe quel pays d'Europe, ils passent par ici, quoi. Après 11 ans de BRI, Christophe a ses clients préférés. Oh putain, les parigots, on les aime ceux-là. Le Parisien vient déjà de faire 600 km pour arriver jusqu'ici. Donc c'est sûr, quand il arrive ici, il en a déjà plein les bottes. Et puis s'il en est plus qu'à 200 km, il se dit j'ai vite fait d'y être en 1 heure et demie. Donc il a tendance à se relâcher un petit peu puis d'aller un peu plus vite. Et c'est là où c'est le plus dangereux, c'est là où il est le plus fatigué en plus. C'est Christophe et son collègue qui choisissent les points de contrôle. Le premier prend les voitures en ligne de mire, le deuxième se tient prêt à démarrer à la poursuite des chauffards. C'est 67 km/h. Voilà, on a mesuré donc la vitesse du monsieur à 167 km/h. Plus de 30 km/h au-dessus de la limite légale.
Mais le conducteur n'a pas le temps d'aller bien loin. Donc à l'arrière, vous avez un panneau qui permet donc de mettre un petit message. Donc ici, nous, le message qui s'affiche derrière, c'est gendarmerie, suivez-moi. Donc la personne va nous suivre, on va l'emmener sur l'air. Messieurs, dames, bonsoir, gendarmerie. Je vais vous demander de me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît, et la carte grise du véhicule. Vous avez été contrôlé à la vitesse de 167 km/h. Ouais, ça fait beaucoup, mais pas rectifié ici? Pas rectifié encore. Bon, ça va alors. Donc 167, ça vous fait une vitesse retenue de 158 km/h. Je vois que vous connaissez bien. C'est pas votre premier? J'ai déjà repassé le permis. Ah, d'accord. Mais il y a 8 ans. D'accord. Ça fait moins 3. Moins 2. Oh, ça va. Non. Alors c'est une amende, je vous explique. C'est Ouais. une contravention donc à 135 € qui passe à 90 € si vous la payez dans les 3 jours. Ou au moment du contrôle. Si je paye tout de suite. Vous pouvez payer. Voilà, non, vous n'avez pas un point de moins, vous avez 90 €. Vous pouvez payer donc soit par chèque bancaire, soit en Et on peut pas vous espèces. donner. Ouais, je vous paye en espèces. Voilà, vous payez en espèces et je vous fais votre quittance. D'accord, Allez, monsieur, hop, s'il là, vous plaît. comme ça, c'est torché. Le procès verbal est rédigé sur place. Le conducteur perd 2 points et 90 €. Il ne semble pas trop affecté par la sanction. Je vais vous dire que je fais 30-40 000 km par an. J'ai eu le permis à 18 ans et 6 jours. J'ai 65 ans aujourd'hui. J'ai même pas eu une éraflure. Et jamais un accident. Alors j'ai vraiment l'impression que je pense que je suis moins dangereux, même si je roule à 160 avec cette voiture, que je roule avec 110 ou 120 les poubelles qu'on voit, c'est certain. Bonne journée. Merci. Le conducteur reprend la route. Christophe et son collègue vont se remettre à l'affût. Les contrôles s'enchaînent. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie. 258. C'est jamais agréable, mais ça fait malheureusement partie des risques. Bonjour monsieur. 164 km/h. Ça me sert de leçon, oui. Oui, déjà. Là, 2 points en moins, forcément 90 € d'amende. Ouais, on y réfléchit après. Vous pouvez me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît? J'ai pas pris le véhicule. Ça m'arrive très rarement, mais c'était les rares. Il y a des gens qui restent à gauche qui tout le roulent temps. comme sur le périph', quoi. Bon, c'est vrai que je suis d'accord. Hein. Oui, non, mais là, bon, on l'avait fait sur d'un coup. Voilà. Alors, Et je la me vitesse, laisse un peu aller parce que on vous conseille de ralentir quand même. qu'il y ait une norme et qu'il faille la respecter, je suis d'accord. Hein. Bon, il n'y a pas de problème. Je sais que je vais morfler. Bon. À chaque infraction, Christophe fait de la pédagogie. Quand je vais verbaliser la personne, je vais bien lui expliquer que c'est quand même lui qui avait le volant, c'est quand même lui qui avait le pied sur l'accélérateur. Moi, je suis pour rien. Moi, je suis là pour faire respecter la loi. Fin d'après-midi, dernier point de contrôle. Donc là, on se met sur une aire en sortie et puis on va regarder la circulation. Les minutes passent et curieusement, tout le monde respecte la limitation. Les gendarmes ont un pressentiment. Christophe a sa petite idée. Il allume la radio locale. Soyez prudents, on a ce contrôle de vitesse sur l'autoroute A7 dans le sens nord-sud au niveau de l'aire de Bras-de-Zil. On vous surveille à 130 km/h sur l'ascenseur. Merci à David, National 7. La radio locale qui prévient les automobilistes, c'est elle. MTI, installée dans une petite ville à 40 km d'Avignon. Le point route sur MTI. Très populaire dans la région, elle donne régulièrement la position des gendarmes sur son antenne. C'est Fred, un des animateurs, qui vend la mèche tous les après-midi. Et puis sur l'autoroute A7 dans le sens nord-sud, quelques kilomètres avant la sortie du Pouzin, une voiture banalisée vous attend. Les automobilistes appellent régulièrement le standard pour signaler la position des gendarmes. Toute la journée, les infos circulent à l'antenne. On vient de me le signaler, c'est super. Merci beaucoup Eric. Soyez prudents sur la route. Bon après-midi, au revoir. Voilà, 4e auditeur en l'espace de 10 minutes pour annoncer le même radar. Donc celui-là, à mon avis, vient juste de s'installer. C'est vraiment un esprit de solidarité, c'est ça qu'il faut se mettre en tête, c'est que la radio région ici, c'est vraiment un esprit de solidarité. Mais les gendarmes ont trouvé la parade. Ils s'installent quelques kilomètres plus loin. Le petit jeu de la radio ne les contrarie pas vraiment. C'est de la prévention. En disant où on est, les gens ralentissent. De toute façon, la personne qui a tendance à rouler vite, à un moment ou à un autre, elle ne peut pas avoir la radio qui la sauve à tous les coups. Là.
Patrice est le directeur d'antenne et le fondateur de la radio. Respecte le timing, c'est important? Comme d'hab. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Grâce à ses annonces aux automobilistes, la radio fait une des plus grosses audiences de la région. Pourtant, le patron se défend de faire le jeu des chauffards. Nous avions décidé d'annoncer les contrôles de vitesse, même les contrôles mobiles, non pas pour aider l'automobiliste à éviter à prendre une prune, comme on dit, mais justement, au contraire, amener un plus à la sécurité, faire prendre conscience aux gens que la vitesse est dangereuse et qu'il y a des lieux sur nos routes où on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais pour les gendarmes, les annonces de la radio peuvent parfois avoir de graves conséquences. Je suis persuadé que le commentateur de cette radio-là pense agir dans le bon sens en disant bon, je vais éviter que les gens ils prennent des amendes, tout ça. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en signalant la police et la gendarmerie, il signale aussi à ceux qui vont braquer les bureaux de poste, les bureaux de tabac, et il signale à tout le monde. Depuis juin 2011, une loi a été votée. Signaler des contrôles de vitesse n'est plus autorisé. Mais la radio a trouvé une astuce. Elle n'annonce plus la position des radars, mais simplement la vitesse légale à l'endroit où ils sont. Une petite combine, pour l'instant tolérée. Quelques heures plus tard, changement d'équipe. Cette fois, c'est le chef, Teddy, qui prend le volant. La nuit, l'autoroute est moins chargée et la vitesse grimpe en flèche. Il y a moins de circulation, donc ils se disent ils se pensent plus libres. Ils pensent que la route est à eux et qu'ils peuvent là se lâcher un peu, on va dire. Les gendarmes se garent sur un emplacement bien en vue. Et pourtant, quelques minutes plus tard... On vient de passer une BMW série 1, blanche, à 186 km/h. 56 km/h au-dessus de la limite autorisée. La sanction est simple. Plus de 50 km/h au-dessus de la limite légale, c'est le retrait de permis. La course-poursuite s'engage. Ça commence à être une grosse vitesse, 186 km/h, oui. 230 au compteur. En moins de 4 km, les gendarmes reviennent à hauteur de la voiture blanche. Il a intérêt à suivre. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez votre permis s'il vous plaît. Coupez le moteur aussi s'il vous plaît. Merci. Les papiers de la voiture, carte grise, assurance. Pardon? Vous avez rien du tout sur vous? J'étais en garde à vue, ça fait 3 jours, je viens de sortir. Vous venez de sortir en garde à vue? Oui, je viens de sortir. Vous étiez où en garde à vue? À Lyon. À Lyon? L'homme sort du commissariat de Lyon, où il a été entendu dans le cadre d'une enquête judiciaire. Il rentrait chez lui à Marseille. Son excès de vitesse risque de lui coûter cher. 186 km/h. C'est une amende de 4e classe, donc une infraction à 90 €, mais une infraction qui entraîne un retrait de votre permis immédiat. Donc il va falloir que quelqu'un vienne prendre la voiture, ou si quelqu'un peut venir chercher la voiture ou pas. 3 jours, j'étais en garde à vue, là, je sortais, voilà. Ouais, mais vous rentrez tranquille, là, monsieur. Hein. Si vous sortez et que... J'étais ailleurs, là, je pense que j'étais ailleurs. Bah, si vous êtes ailleurs et que vous roulez à cette vitesse-là, vous vous rendez compte des risques que vous prenez, là? La sanction est immédiate. Le permis est retiré sur le champ et la voiture immobilisée au bord de l'autoroute. J'en ai rien à foutre, je conduis sans permis. Même je m'en bats les couilles, je conduis sans permis. Voilà. Normalement, je suis énervé, hein. 3 jours, j'ai pas rentré chez moi. Et après, en plus, là, le retour, les gendarmes, c'est quoi de chance, là? Seule solution, essayer de joindre quelqu'un pour prendre le volant. Le jeune homme appelle une amie. J'ai pas le droit de conduire, hein, d'accord? Ouais, bah démarre de toi, trouver un chauffeur et tu vis. Apparemment, personne ne peut venir l'aider avant le lendemain. D'accord. Je sais pas, est-ce qu'il vient ou pas? Il vous a pas dit? Ouais, moi je sais pas, j'ai des trucs à faire, je demande des gars, moi. Les gendarmes rédigent la procédure et proposent au jeune homme de passer la nuit à l'hôtel. Là, pendant 72 heures, vous n'avez pas le droit de conduire. Et le préfet prendra une décision pour une suspension du permis. Voilà. Tu prends la voiture? Avec le monsieur pour le déposer sur le parking?
Il est 3 h du matin. Les gendarmes emmènent le conducteur à l'hôtel le plus proche. Sa voiture est immobilisée, mais il garde quand même les clés. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Monsieur, vous allez dormir à l'hôtel ce soir ou vous allez... Ah, je sais pas, si j'ai les sous, je dors à l'hôtel. Si j'ai pas les sous, je sais pas, je dors dans ma voiture. Hein. Ah bon. Vous avez récupéré vos clés de toute manière. Ils sont là, mes clés. Ils sont là. Ok. Merci, bonjour. Merci, au revoir. Le conducteur va-t-il respecter la décision des gendarmes ou reprendre le volant sans permis pour rentrer chez lui? Il fait ce qu'il veut, hein, il est libre. Hein. En fin de service, on va repasser pour voir si le véhicule il a bougé ou pas. Reprise des contrôles pour Teddy et son collègue. La nuit, le travail est plus pénible. Les phares des voitures agressent les yeux des gendarmes. Mais pour se protéger, ils ont trouvé une astuce. On prend une paire de lunettes toute bête, pas trop sombre, mais juste assez pour pas avoir les yeux trop brûlés par les phares. Vous mettez les lunettes de soleil la nuit? Oui, c'est des lunettes de nuit d'ailleurs. Les contrôles ne donnent rien. Mais tout à coup, les gendarmes ont un flash. La voiture blanche qu'ils avaient immobilisée vient de passer sous leurs yeux. Je pense qu'on a notre voiture qui vient de repasser devant nous. La voiture qu'on a arrêtée, la personne qui roulait à 186. Apparemment, il a quitté les lieux. En quelques minutes, les gendarmes reviennent à la hauteur de la voiture suspecte. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est exactement la même. Avec le pack M en blanche. Ah bah dis donc. Bon ben voilà, un coup pour rien. Fausse alerte. Même modèle, même voiture, mais pas le même conducteur. Par acquis de conscience, les gendarmes repassent quand même devant l'hôtel. La voiture est toujours garée sur le parking. L'homme a bien passé la nuit à l'hôtel. Une amie est venue le récupérer le lendemain matin. Son permis de conduire a été suspendu par le tribunal pour une durée de 5 mois. Samedi, 4 h du matin, l'heure des sorties de boîte. Une heure critique pour les gendarmes qui multiplient les contrôles. Donc cette nuit, contrôle alcoolémique comme à l'accoutumée. Donc il y a 3 postes. On travaille, n'oubliez pas, en sécurité. Bon service, à tout à l'heure. Allez, en avant. Une vingtaine de gendarmes vont se positionner à la sortie des péages. La lutte contre l'alcool au volant est une des priorités pour les gendarmes de l'autoroute. Là, c'est les horaires sortis de boîte. Et comme il commence à faire les beaux jours, justement, les gens aiment bien aller boire un peu plus que raison. Et malheureusement, on les retrouve au petit matin dans les fossés. L'adjudant Jean-Paul et ses collègues doivent être vigilants. Les personnes éméchées sont souvent imprévisibles. On ne sait jamais qui on a affaire en face. On essaye d'être toujours à deux pour qu'il y en ait un qui fasse le contrôle et un qui le protège. Des personnes qui ne veulent pas être contrôlées parce qu'ils n'ont pas de permis, parce qu'ils n'ont plus d'assurance, parce qu'ils ont bu. Le risque est de se faire écraser. Il faut prendre des munitions. Les munitions, ce sont des embouts à usage unique dans lesquels les conducteurs vont devoir souffler. Bonsoir. Bonsoir. Gendarmerie contrôle alcoolémie. C'est parti pour une série de contrôles. Personne ne peut y échapper. Pour le moment, 0. les premiers résultats sont encourageants. Impeccable, c'est tout bon. Bonne route, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. C'est plutôt positif puisqu'on n'a aucun dépistage positif, justement. On n'en a aucun, donc c'est parfait, on est content. Pourvu que ça dure. Mais ça ne va pas durer très longtemps. 6 h du matin. L'éthylotest est positif. Mais quel est le taux exact d'alcoolémie de cette jeune femme? Pour le savoir, elle est emmenée dans un fourgon spécialement aménagé. On a l'éthylomètre prêt à fonctionner. En fin de compte, on est autonome, on peut tout faire sur place. On n'a pas besoin d'aller au bureau.
0,73. 173. C'est quand même important. 0,73 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit 3 fois la limite légale, l'équivalent d'un gramme 5. Cette conductrice vient de perdre son permis de conduire. Plus grave encore, elle vient d'ouvrir son casier judiciaire. Vous êtes consciente que vous aviez bu ce soir? Oh, mais absolument. Quelques mètres plus loin, un autre conducteur est soumis lui aussi au dépistage. Et cette fois, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. Vous êtes positif, monsieur. Vous allez venir avec moi, on va aller souffler à l'éthylomètre. C'est de l'arnaque. Vous avez consommé l'alcool? Ouais, j'ai bu quelques verres, je vous mens pas. D'accord, il y a combien de temps? Il y a quoi, 2 heures? Moi j'ai bu 2 verres, monsieur. Un vodka et un whisky. On va pas me retirer le permis quand même. Sinon ce serait la folie. Dans la fourgonnette, le jeune homme fait semblant de souffler dans l'appareil. Visiblement, il a bu et il tente par tous les moyens d'échapper à la sentence. Arrêtez, ça sert à rien. Il faut recommencer. Il faut le dire, ça, les machines elles sont pas fiables. Moi je signe rien, parce que la machine elle marche pas, je vais appeler un expert. Monsieur le maire, je vais l'appeler maintenant, je vais dire, je fais un contrôle, ça fait 2 heures que je suis ici. Allô? Oui, monsieur le maire. Le conducteur essaie de gagner du temps. Il est persuadé que son taux d'alcoolémie est tel qu'on va lui enlever son permis sur le champ. Les gendarmes vont devoir faire preuve de patience. Ah, j'ai soufflé 10 fois. Comment il faut souffler? Voilà, il faut le faire comme de la machine. Vous voulez que la machine elle marche pas, c'est pas de ma faute. C'est une machine chinoise. C'est une machine chinoise. Moi, regardez. Est-ce que je suis bourré? Je suis pas bourré. Ils me disent que je suis bourré. Regardez, monsieur. Je vais leur faire un test à ma façon. Regardez le test. Vous voyez le trottoir? Ben, je vais pas tomber. Si je serais bourré, je tombe. Ben, regardez-moi le test. D'une manière ou d'une autre, l'essentiel pour nous, c'est de l'avoir en fin de compte sorti de sa voiture. Voilà. Et puis au moins pendant ce temps-là, c'est sûr qu'on on est sûr qu'il ne va pas créer un accident. Donc on va l'amener à l'hôpital, on va lui faire un prélèvement. C'est bon. Allez, c'est bon. Non, mais c'est pas grave, je vais à l'hôpital. Mon avocat m'a dit bien, moi je pas du tout. Le jeune homme refuse toujours de se soumettre au contrôle. Une seule solution, l'emmener à l'hôpital pour faire une prise de sang. Là encore, les gendarmes vont devoir faire preuve de patience. Jamais vous faire une prise de sang. Ça, je vous le dis. Je préfère dormir en garde à vue. Si vous avez de belles cellules. D'accord. Quelques heures plus tard, retour à la brigade. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Prise de sang, je sais pas quoi. J'étais pas d'accord, ils me l'ont fait sans autorisation. Moi, j'étais pas d'accord. Mais ils me l'ont fait quand même quand je dormais, parce que j'étais dans les pommes. Ils m'ont fait une prise de sang. J'accepte. En attendant les résultats de la prise de sang, les gendarmes retiennent le permis de conduire du jeune homme. Ça fait une allergie, là. Mon permis que je voulais d'autre. Ah, c'est pas machinerie. Ils m'ont pris mon permis, ça y est. Il m'a dit rétention, je sais pas quoi, je l'ai permis il y a 2 mois, là, maintenant le reprend. Travailler pour le permis. Les gendarmes apprendront un peu plus tard que ce jeune homme n'en est pas à son coup d'essai. On lui a déjà retiré 3 fois son permis de conduire. Dans l'après-midi, Jean-Paul appelle l'hôpital pour connaître les résultats de la prise de sang. Je vous téléphone pour avoir le résultat de l'alcoolémie. Donc on a retrouvé 0,71 grammes par litre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. 0,71 grammes par litre de sang, c'est une contravention. C'est la petite infraction au niveau de l'alcoolémie, quoi. Donc il perd pas son permis. Il perd 6 points et 90 € s'il paye de suite dans les 3 jours. En refusant les contrôles, le jeune homme a pris le risque de subir une peine beaucoup plus lourde. Si jamais il ne voulait pas se soumettre aux vérifications, c'est un délit. Donc partant de là, rétention du permis de conduire, il perd aussi ses 6 points, on peut le mettre en garde à vue et il va passer au tribunal. C'était quand même... et il prend normalement, on va dire le maximum, puisque ne pouvant pas contrôler son taux, on considère qu'il avait un maximum. Le jeune homme a finalement retrouvé son permis de conduire, mais il perd 6 points et 90 €. Quant à la conductrice contrôlée à plus de 1,5 g, elle a été condamnée par le tribunal de Valence. Son permis a été suspendu 5 mois et son casier judiciaire en portera la mention toute sa vie.
6h45 du matin. Plus de 50 gendarmes sont mobilisés pour interpeller le gang soupçonné de braquer les stations-service de l'autoroute. C'est une carte avec tous les indicatifs des patrouilles sur la première phase. Vous avez deux efforts à porter, c'est sur l'axe Chabeuil-Valence. 8 individus ont été identifiés, répartis dans 5 domiciles différents. Les interpellations se passent en douceur. Les suspects n'opposent aucune résistance. Certains sont encore mineurs, les autres à peine majeurs. Après avoir interpellé les braqueurs présumés, les gendarmes commencent les perquisitions. Ils cherchent les armes, les vêtements ayant servi au braquage, et aussi les cigarettes et l'argent volé. Pour le moment, rien à signaler. Et pour l'instant, les perquisitions sont négatives, mais les éléments de l'enquête nous permettent évidemment la garde à vue des intéressés. Mais les perquisitions continuent. Et dans la cave de la petite amie de l'un des suspects, c'est le jackpot. Ah, tout l'attirail du braqueur, hein. Vraiment tout l'équipement du braqueur. Là. Cagoule, gants, pistolet automatique à plomb, blouson. Là on a trouvé un blouson qui peut servir de pièce à conviction. Des pièces à conviction intéressantes. Une cagoule qui ressemble étrangement à celle utilisée par les malfaiteurs. Un pistolet qui ressemble lui aussi à l'arme utilisée sur les braquages. Mais ce n'est pas tout. Au-dessus d'une étagère, un sabre bien affûté. Mais les gendarmes ne sont pas encore au bout de leur découverte. Je crois qu'ils vont pouvoir venir, Valence, là. Ah ouais. Mais, du lourd. Ouais. C'est du lourd. C'est kilo, ça, 1 kilo. 4 blocs de résine de cannabis. Cette fois, les gendarmes n'ont plus seulement affaire à des braqueurs présumés, mais peut-être aussi à des trafiquants de drogue. C'est ça qui était là. Ben, visiblement, c'est un conditionnement de produits stupéfiants. Hein. Des pavés, hein. C'est des gros pavés. Hein. Le capitaine Bougnot ne pensait pas faire une aussi belle prise. Bingo. Vous êtes content de cette prise? Oui, particulièrement, oui. Fin des perquisitions. Toutes les pièces à conviction sont emmenées à la gendarmerie. L'arrivée des enquêteurs a réveillé le voisinage. On dit que c'est un quartier calme, ben, j'ai vite déménagé. Hein. Pourquoi? Ben, ça me fait peur, moi. Qu'est-ce qui vous fait peur, madame? Ben, tout ça, là, comment dire, tout ce qu'il y a là, on ne sait pas ce qu'il y a. Hein. Bon, faut pas vous émouvoir. Hein, Mais c'est surprenant, moi, j'ai jamais vu ça. Vous avez déjà vu des camions de gendarmerie? Oui, bien sûr. Mais la criminelle, machin, là. Les suspects sont emmenés à la gendarmerie. Ils vont être placés en garde à vue et auditionnés par les enquêteurs. La jeune fille, propriétaire de la cave, prétend ne rien savoir. Mademoiselle, vous étiez au courant? Vous avez toutes ces choses-là? Non, je savais pas. Bref, pas envie de parler. bon, on ne s'est pas déplacé pour rien, là. Donc, entre les armes, la drogue, non, c'est un coup complet. Les suspects sont-ils les braqueurs de la station-service? Vont-ils passer aux aveux? Les auditions démarrent. Les suspects nient en bloc. Pascal. En fait, on voulait savoir si vous n'avez pas des informations. Vis-à-vis de ça, on dit qu'il y avait eu des bureaux de tabac, qu'il y avait eu plein de choses. Après, je sais pas, une période avec ça. Aucune idée. C'est ce qu'on dit, il faut t'avouer, il faut à moitié pardonner.
Réfléchis, t'as 20 ans, dis ce que t'as fait, le juge il ira. Je vous assure que dans cette affaire-là, je ne suis pour rien. La jeune fille à la cave bien garnie est fichée comme une criminelle. Pendant son audition, elle continue à clamer son innocence. Elle ne serait pas descendue dans sa cave depuis plusieurs années. Manifestement, son appartement était l'hôtel des Corandaires, où tout le monde venait, tout le monde sortait et tout le monde pouvait prendre ce qu'il voulait. Donc, est-ce qu'elle est liée ou est-ce qu'elle est pas liée? Est-ce qu'elle a connaissance de ce qui a été mis chez elle? Je suis dubitatif, moi, j'en suis vraiment pas certain du tout. Mais bon, moi je pense effectivement que c'est plus une victime, en tout cas une pigeonne là-dedans. Elle se définit elle-même comme quelqu'un qui est faible et dont beaucoup ont abusé de la crédulité. Les blocs de stupéfiants retrouvés dans la cave ressemblent à s'y méprendre à de la résine de cannabis. Pour en avoir le cœur net, les gendarmes utilisent un kit de dépistage. On va venir frotter cette bandelette produit. Si la bandelette se colore en rouge, c'est de la résine de cannabis. Voilà, au moins. Donc il s'agit bien de cannabis. Au total, plus de 4 kilos de drogue. Valeur à la revente entre 15 et 20 000 euros. Depuis juin 2011, la loi prévoit qu'un avocat assiste les suspects dès le début de leur audition. Maître Flo a été appelé par l'un des braqueurs présumés. Ça va pour ça aussi. Ça va. Ah, vous reprenez donc la suite de ce matin, non? C'est l'ADN de ce jeune homme qui a été retrouvé dans la cagoule oubliée après un braquage. Comment expliques-tu que ton ADN était retrouvé sur la cagoule qui a servi au braquage? Qu'est-ce que tu vas lui dire au juge demain? C'est la vérité après. Mais c'est quoi la vérité alors? La vérité, je l'ai déjà dit. Mais et qu'est-ce que ça prouve? Il y a l'ADN de mon client sur une cagoule, très bien. Monsieur, vous portez souvent des cagoules? Non. Vous comprenez pourquoi vous avez une audition aujourd'hui et une garde à vue? Non, je ne comprends pas du tout, j'ai pas été mêlé à cette affaire-là. Fin de la première journée de garde à vue. Le vol à main armée est un crime. Les suspects risquent gros. En cellule, certains profitent de la caméra pour clamer leur innocence. J'ai un message à faire passer. On n'a rien fait, on est innocent. Et là, il nous reproche des choses, des faits qu'on n'a pas commis. Et voilà, demain, on saura toute la vérité. Le lendemain matin, justement, les auditions reprennent. Allez, on va sortir. Bon, ce que je t'ai dit après, tu y as réfléchi ou pas alors? Vous m'avez dit quoi? Sur ton ADN qu'on a retrouvé, elle n'est pas arrivée là par hasard, non? Je suis innocent. Ouais, pourtant les autres, on te l'a dit déjà, tout le monde parle. Il n'y a que toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Cette fois-ci, les suspects vont-ils passer aux aveux? Pouvez-vous nous commenter ces photos? Deux individus qui braquent une personne. Vous êtes sûr de voir que deux individus? Le jeune homme n'en démord pas. Mais dans une pièce voisine, un autre suspect donne le nom de tous ses complices. Celui qui a l'écharpe avec la casquette, c'est celui qui a la cagoule avec le sac. Cher Fédine, et toi, y étais. D'accord. Toute la bande est maintenant démasquée. Allez, on t'amène à... Les suspects sont présentés devant les magistrats. La jeune fille, elle, n'est pas inquiétée. Aucune charge n'est retenue contre elle. C'est la justice qui prend le relais de notre travail. Voilà, maintenant, la balle est dans leur camp. C'est la suite logique de la procédure. Jeune homme, vous vous sentez comment aujourd'hui? Confiant.
Par rapport au fait qu'ils se sont approchés. Vous avez réfléchi à ce que vous allez dire devant le juge? Oui. Et alors, ce sera toujours la même version? Oui. Arrivé au palais de justice. Allez, c'est parti. Les auditions durent toute la journée. Ce jour-là, sur 8 suspects, 2 ressortent libres sous contrôle judiciaire. Les 6 autres sont placés en détention provisoire. Notamment le jeune homme à la cagoule. Mise en détention provisoire, on va faire appel immédiatement de cette décision du juge des libertés de la détention. Comment il le prend, lui? Pas bien, parce qu'il ferme son innocence. Alors lorsque vous êtes coupable, peut-être qu'à un moment donné, il faut vous mettre à l'écart de la société, donc, mais on peut le comprendre. Mais lorsque vous êtes innocent, vous pouvez d'autant moins l'admettre. J'avais demandé qu'il puisse embrasser sa maman quelques instants avant de partir. Même ça a été refusé. Donc il ne part pas en maison d'arrêt dans de bonnes conditions, ça c'est sûr. La mère du jeune homme attend dans la salle des pas perdus. C'est Maître Flo qui lui annonce la décision des juges. Il m'a seulement dit de vous dire de ne pas vous inquiéter, qu'il vous aime tous très fort et qu'il va bien. C'est un piège, quoi. C'est un piège. Je sais ça. Je sais que c'est un piège. C'est ça qui m'a fait mal beaucoup. C'est pas effondré en pleurs. Et j'étais plus aidé que lui quand il est parti. D'accord. Quand on est maman, ça fait de la peine de savoir que son fils... Oui, tous les mamans. Tout. Il n'y a aucune maman qui veut que son enfant il va y aller en prison. Aucun. Je ne peux pas laisser les bras croisés. Je me bats pour mon fils. Je suis ici pour me battre jusqu'à la fin de ma vie. Les objets retrouvés dans la cave seront versés au dossier et serviront de preuve au procès qui se tiendra dans quelques mois. Le cannabis a été détruit et donnera lieu à une nouvelle enquête pour trafic de stupéfiants. Les braqueurs présumés ont utilisé une arme factice, mais ils risquent la même peine de prison que pour une arme réelle, soit 20 ans de réclusion criminelle.